Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Let's Talk Mobility. Je suis avec Benoît Laine, qui est expert au Bureau fédéral du plan au sein de l'équipe transport. Donc, l'équipe transport du Bureau fédéral du plan, c'est l'équipe qui étudie et modélise la demande de transport des personnes et des marchandises en Belgique et qui est en particulier connue pour publier les perspectives de la demande de transport à long terme. Mais ils font également d'autres analyses de manière plus ponctuelle, des analyses thématiques liées au transport. Et aujourd'hui, on va parler du télétravail et du lien entre télétravail et demande de transport. Donc la présentation de Benoît va durer environ 20 minutes. Et puis on laissera un petit peu de temps pour les questions. Pour les questions, normalement, vous avez un bouton Q&A qui vous permet de les poser ou le chat et on essaiera d'y répondre par la suite. Voilà, Benoît, je te cède la parole. Merci Christophe, merci à tous ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire. Donc effectivement, je vais parler aujourd'hui de télétravail et de télétravail dans le cadre de nos études sur la demande de transport. Alors je vais brièvement mettre cette étude en contexte. Elle a été publiée il y a quelques semaines maintenant et est disponible sur notre site web. Euh, Cette étude est une mise à jour d'une étude que nous avions déjà réalisée sur base d'une enquête du SPF Mobilité et Transport il y a quelques années, sur base de données de 2016. Et ces études nous permettent d'alimenter notre modèle de projection dont a parlé Christophe pour que ces projections tiennent compte de l'effet du télétravail sur la demande de transport, donc sur les déplacements domicile-travail en particulier, évidemment. La source que nous exploitons pour cette nouvelle étude, c'est les enquêtes BIMOB qui sont menées par le SPF et par vague, ce depuis 2022. Donc on a un certain nombre de vagues à notre disposition pour faire ce nouveau travail. Le périmètre que nous allons prendre en compte aujourd'hui, ce n'est pas l'ensemble des travailleurs en Belgique, ce sont les salariés qui ont un poste de travail fixe, qui sont pour nous les cibles plus précises de l'étude du télétravail et de son impact sur le transport, en particulier dans notre cadre de projection. La comparaison entre ces deux études nous permet accessoirement de faire un petit bilan de ce qui s'est passé entre la période avant et la période après le Covid. Enfin, la crise sanitaire liée au Covid étant évidemment un révélateur du potentiel du télétravail dans notre structure économique. Alors, tout d'abord, un petit point sur la situation globale. Sur le périmètre que nous étudions aujourd'hui, donc selon l'enquête, 25% des salariés pris en compte sont des télétravailleurs. Ce chiffre était à peu près de 15% en 2016, donc on a une belle progression. Et évidemment, on avait 45% en gros de personnes qui télétravaillaient pendant la crise sanitaire. Donc, voilà, pour fixer les ordres de grandeur. Le nombre de jours télétravaillés a également évolué. Donc, si on regarde sur le graphique à droite de l'écran, on a en orange la situation telle qu'on l'avait constatée en 2016 et en bleu foncé en 2025. Et donc, on a aujourd'hui une répartition vers des nombres de jours par semaine plus importants, avec une répartition près égale entre 1 et 3 jours, qui donne une moyenne de 2 jours par semaine. On était à 1,4 jours par semaine en 2016. Donc, augmentation de la propension des gens à télétravailler, de 15 à 25%, et du nombre moyen de jours télétravaillés pour un télétravailleur, donc de 1,4 à 2 jours en moyenne. Alors, j'ai dans un premier temps dressé assez succinctement le profil des télétravailleurs, profil professionnel et puis leur profil de navette en quelque sorte. Et après, on fera un petit bilan de ça et on passera au lien avec la mobilité, la demande de transport. Évidemment, on se doute bien que la possibilité de télétravailler dépend de la fonction occupée, mais c'est une information qu'on n'a pas toujours dans les enquêtes et qu'on ne peut pas toujours prendre en compte dans les projections, parce qu'on n'a pas vraiment de projection de fonction, donc il faut de fonction occupée dans le futur, donc il faut retranscrire cette fonction occupée par d'autres variables comme la branche d'activité, la taille de l'entreprise, le niveau de diplôme, et c'est ce que nous faisons ici. Donc je vais à chaque fois montrer un graphique à 2 dimensions comme celui-ci, où sur l'axe des X, on a la variable qui nous intéresse, ici la branche d'activité, et sur l'axe des Y, la part des personnes qui pratiquent le télétravail. Donc ici, la largeur d'un rectangle, c'est la part des salariés que l'on considère dans notre travail qui sont dans cette branche. Ici, LM, la branche de l'administration et de l'enseignement. Et la part des télétravailleurs dans cette branche est donnée par la hauteur du rectangle orange. Donc toutes les surfaces ont un sens. On peut comparer les surfaces des différents rectangles. C'est bien un nom, elles représentent bien une part des employés. Donc en ce qui concerne les branches d'activité, on voit que la pratique du télétravail est assez variable, assez logiquement.
et qu'on passe pour la branche la moins favorable au télétravail, qui est le commerce et l'ORECA, ici HA, d'à peu près 7% des salariés pratiquant le télétravail, à plus de la moitié dans la branche des finances, crédit et assurance, donc 53% des travailleurs. En gros, on a une situation à peu près dichotomique où dans les branches crédit, assurance, énergie, administration publique, enseignement et autres services marchands, on a de 40 à 50% des salariés qui pratiquent le télétravail. Et dans les autres branches, agriculture, construction, industrie, commerce HoReCa, logistique, transport et santé, action sociale, on a plutôt de 7 à 15% des gens qui pratiquent le télétravail. Donc un effet important de la branche d'activité. La taille de l'entreprise montre aussi une variabilité de la pratique du télétravail, avec une concentration plus importante de télétravailleurs dans les grandes entreprises ou institutions publiques. On voit ici que pour les entreprises et institutions de plus de 1000 employés, eh bien, on a 41% des salariés qui pratiquent le télétravail, alors que pour les très petites et moyennes entreprises, on est plutôt aux alentours de 15% de télétravailleurs. Et troisième point important, si on considère le diplôme obtenu par les personnes répondant à l'enquête, donc le diplôme plus élevé, on constate là aussi une très importante disparité de pratique du télétravail entre les gens les plus et les moins diplômés, avec parmi les personnes diplômées de l'enseignement supérieur de type long, 57% de pratiquants du télétravail, alors que pour les personnes qui sont diplômées de l'enseignement secondaire, on a une pratique qui est réduite à 12% de notre échantillon. Donc, ceci concerne l'aspect professionnel. Si on met en regard la pratique du télétravail avec l'aspect plus géographique et de mobilité, on peut regarder l'origine et la destination des gens. Donc ici, nous regardons la part des télétravailleurs en fonction de leur lieu de travail, avec dans la première boîte ici les grandes agglomérations, la deuxième les autres villes, puis les périphéries des villes et enfin les zones rurales en Belgique. On voit que la pratique est également variable et qu'on a plus d'emplois dans lesquels les personnes télétravaillent au sein des grandes agglomérations, avec à peu près 37%, que dans la périphérie des villes et les zones plus rurales, où seuls 14% des emplois dans ces zones voient les salariés pratiquer le télétravail. La situation est moins nette concernant le lieu de domicile des gens, avec malgré tout, ici aussi, plus de salariés domiciliés dans les grandes agglomérations qui pratiquent le télétravail, avec à peu près 31% des répondants, que dans les zones rurales, on n'a que 20% des répondants résidant en zone rurale qui déclarent pratiquer le télétravail. Donc une petite variabilité dont nous verrons par la suite qu'elle n'est pas forcément significative. Enfin, élément plus marquant, évidemment, la distance entre le domicile et le travail, donc la distance de la navette domicile-travail, a un impact important sur est fortement corrélée, plutôt, disons, à la pratique du télétravail. C'est pas si la causalité va plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre, mais on constate effectivement que au-delà de 50 km de navette, plus de la moitié des gens télétravaillent, 56%, alors qu'en dessous de 10 km de navette, on a moins de 18% des gens qui télétravaillent. Tout ceci a une influence aussi sur la représentation des télétravailleurs pour les différentes modes de transport qu'ils utilisent pour la navette. Évidemment, toutes ces choses ne sont pas indépendantes, puisque le mode de transport utilisé pour la navette est forcément lié lié à la distance entre le lieu de domicile et le lieu de travail. On va plus fréquemment utiliser le train pour des longues navettes que pour des navettes courtes. Et à l'inverse, le vélo ou la marche à pied sont plus représentés pour des navettes courtes que pour des longues distances. On a aussi un lien avec la branche d'activité où, dans certains secteurs, les remboursements d'abonnements au transport public sont plus généreux, où les gens sont plus fortement incités que dans d'autres. Et avec le lieu de travail, bien sûr, puisque pour utiliser les transports publics pour accéder à son lieu de travail, encore faut-il que ceci soit accessible correctement en transport public. Et donc, en particulier, les grandes agglomérations sont mieux loties de ce point de vue-là que les emplois plus périphériques. En conclusion, ici, on voit que la situation est très différente entre les travailleurs qui se rendent sur le travail en train, parmi lesquels 68% pratiquent le télétravail, et ceux qui se rendent à pied sur le lieu de travail, où seuls 14% des répondants pratiquent le télétravail. Pour la voiture, on est à peu près à 21%, donc déjà moins que la moyenne de 25% que l'on avait obtenue sur l'ensemble des répondants de l'enquête. Un élément important
qui ressort de ceci en termes de mobilité, c'est qu'évidemment, comme le profil du télétravailleur semble être assez proche du profil du naveteur en train, d'après cette corrélation que l'on observe ici, plus de télétravail, oui, va diminuer la demande de transport, mais en particulier la demande de transport en train, alors qu'on aurait peut-être souhaité autre chose comme impact sur les modes de transport. Alors, pour notre besoin, dans notre exercice de modélisation et de projection, nous allons associer toutes ces variables dans un unique modèle pour caractériser le lien entre pratique du télétravail et caractéristiques des télétravailleurs et de leur emploi. Je ne vais pas développer de manière très technique ce que nous faisons et les résultats ici, parce que ce n'est pas forcément très intéressant, mais tout ça est dans l'étude publiée si cela vous intéresse. Ce qu'on veut dire, c'est que d'une part, bien sûr, il existe des recoupements entre les différentes variables que l'on a évoquées. Les entreprises publiques sont souvent de grande taille, des entreprises de grande taille sont plus souvent localisées dans les grandes agglomérations, etc. Donc tout ça n'est pas indépendant. Cependant, quand on introduit toutes ces variables dans un unique modèle, on constate que malgré tout, malgré l'apport des différentes variables, l'essentiel de ces variables reste significatif, donc apporte quelque chose d'unique à l'explication ou à la corrélation observée avec le télétravail. La seule qui n'est pas retenue, c'est l'urbanisation du lieu de domicile. Et elle ne montre pas d'apport significatif à l'explication des probabilités de télétravailler dans ce modèle. Par contre, on introduit d'autres variables qui sont significatives, comme la région de domicile, l'âge, le sexe et le régime de travail, qui, eux, n'ont pas été illustrés dans les slides précédents. Donc, même en tenant compte de la branche d'activité, par exemple, de la taille de l'entreprise, le fait que l'emploi soit localisé en ville ou pas, donne une probabilité de télétravailler différente. Ce sont des éléments qui, même pris conjointement, restent indépendamment les uns des autres, importants à prendre en compte. Alors, on peut simplement dire qu'une fois que l'on met tous ces éléments ensemble dans un modèle, les caractéristiques qui ont les effets marginaux les plus importants, c'est-à-dire, toute chose étant égale par ailleurs, changer une caractéristique, quel est l'effet que ça a sur la probabilité de télétravailler dans notre échantillon, sont dans l'ordre décroissant. Tout d'abord, la distance domicile-travail et le niveau de diplôme. Ce sont les deux variables qui ont le plus d'effets. Si on considère toute chose égale par ailleurs des gens qui ont un niveau de diplôme plus élevé, leur probabilité de télétravailler augmente nettement dans le modèle, ou s'ils ont de distance domicile-travail plus élevée, leur probabilité de télétravailler augmente nettement. Ensuite viennent la branche d'activité et la taille de l'entreprise, qui a aussi un effet marginal important, mais moins que la distance et le niveau de diplôme. Et puis les autres caractéristiques significatives, comme l'urbanisation du lieu de travail, l'âge, le sexe, le régime de travail, etc., ont un impact, mais moins important, sur la propension à télétravailler. Alors ici, nous n'avons parlé jusqu'à présent que de la part des télétravailleurs et pas du nombre de jours de télétravail qu'ils pratiquent par semaine. On peut simplement noter que les relations entre les différentes variables et le nombre de jours de télétravail sont à peu près les mêmes que les relations entre ces variables et la part de télétravail. Quand on dit là où on télétravaille plus, on télétravaille aussi plus souvent. Alors sur cette base, je vais évoquer quelques éléments de perspective et de lien avec la problématique du transport. Tout d'abord, je voudrais ramener un peu toutes ces enquêtes ensemble. Et donc sur ce graphique, enfin ces deux graphiques ici, j'illustre d'une part dans les rectangles labellisés 2016, sur une couleur plus claire, les résultats que nous avions obtenus en 2016 avec la première enquête. Donc à peu près 15% de salariés pratiquant le télétravail et à peu près 1,4 jours par semaine en moyenne. Et puis les différentes vagues de l'enquête BIMOP, enfin des enquêtes BIMOP que nous avons obtenues du SPF Mobilité et Transport, qui nous permettent de juger de l'évolution à court terme entre 2022 et 2025 de la situation du télétravail. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a eu une augmentation significative entre 2016 et la période 2022-2025, tant pour la part des télétravailleurs que le nombre de jours moyens de télétravail, mais qu'ensuite, la situation est relativement stable. Donc, on a, sur cette période 2022-2025, pas d'évolution majeure à la hausse ou à la baisse de la part des télétravailleurs ou du nombre de jours moyens de télétravail. Ce qui veut dire que, vu comme ça, il ne faut pas s'attendre à court terme non plus dans le futur à des évolutions majeures. Bien sûr, nous, on est intéressés aussi dans notre modélisation et dans nos perspectives par l'évolution à long terme, donc ça vaut quand même la peine de s'intéresser à quelles pourraient être les marges qui restent d'évolution de cette pratique dans notre système économique actuel. Alors pour ce faire, nous exploitons d'autres questions de l'enquête qui nous permettent de déterminer si, parmi les différents postes salariés que nous avons dans l'échantillon des répondants, le télétravail n'est pas possible parce que le poste ne s'y prête pas. C'est ce qui est représenté dans cette première partie du graphique à gauche.
s'il est possible, mais qui n'est pas proposé par l'employeur, ça c'est la deuxième partie ici au milieu, et s'il est possible et proposé par l'employeur, c'est la troisième partie ici à droite. Et la différence de couleur orange-bleu, ben, c'est est-ce que les gens pratiquent ou ne pratiquent pas le télétravail. Alors bien sûr, il y a quelques petites incohérences, puisqu'on a des gens qui pratiquent le télétravail, qui souhaitent pratiquer, pardon, c'est souhaitent pratiquer ou ne souhaitent pas pratiquer le télétravail. Donc on a des gens qui occupent des fonctions qui ne sont pas adaptées au télétravail et qui souhaitent télétravailler, mais on peut interpréter ceci comme un désir de pouvoir organiser sa vie avec la pratique du télétravail, quitte éventuellement à changer de fonction. Ce qu'on peut retenir, c'est que à peu près 50% des postes ne sont pas adaptés au télétravail dans notre structure économique actuelle, et à peu près 50% des postes sont adaptés au télétravail. Et parmi ces 50% des postes adaptés au télétravail, ben, on a une séparation entre 37% du total dans lesquels le télétravail est proposé et 11% dans lequel, ou 12% dans lequel il n'est pas proposé. À peu près 38%, 12%. Donc, une possibilité d'élargir la pratique du télétravail serait de convaincre les employeurs de proposer le télétravail pour les fonctions où il est possible, mais pas encore proposé aujourd'hui. Un autre élément qu'il convient, cela dit, de noter, c'est que tous les travailleurs auxquels on propose le télétravail ne le pratiquent pas nécessairement. Donc on constate ici pour la boîte de droite où on a les postes adaptés au télétravail et pour lesquels le télétravail est proposé, que seuls 70% des employés, enfin des salariés dans cette catégorie, pratiquent effectivement le télétravail. Donc il y a des gens qui ne souhaitent pas pratiquer le télétravail, même si ça leur est proposé. Au final, quelle serait la marge d'évolution que l'on pourrait identifier ici sans bouleversement de notre structure socio-économique en Belgique? Ben, c'est la catégorie des personnes qui souhaitent télétravailler, qui occupent une fonction qui est adaptée au télétravail, mais pour lesquelles l'employeur, à l'heure actuelle, ne propose pas le télétravail. Et donc, cette boîte ici représente à peu près 8% des salariés de notre échantillon. On a les 25% ici qui pratiquent effectivement le télétravail et 8% de personnes qui pourraient en fait à terme pratiquer le télétravail parce que leur fonction le permet. Dans ces conditions, le scénario que nous proposons comme référence pour nos prochaines perspectives de la demande de transport serait qu'à terme, 33% des salariés seraient amenés à pratiquer le télétravail, donc 8% en plus que la part observée aujourd'hui. Concernant le nombre de jours par semaine, on est aujourd'hui à peu près à 2 jours par semaine. On a constaté sur les enquêtes, là aussi, que c'était assez stable. Et ici, nous n'avons pas de projection statistique, mais si nous utilisons notre jugement d'expert par rapport aux informations qualitatives qui nous remontent du terrain, on peut constater que d'une part, oui, il y a des entreprises qui sont un peu nouvelles par rapport à la pratique du télétravail et qui augmentent encore leur offre par rapport à leurs employés, mais aussi d'autres entreprises qui reculent par rapport à une politique qui avait été jusqu'ici très généreuse et qui souhaitent revoir leurs employés plus souvent sur le lieu de travail. Notre hypothèse sera donc que ce nombre moyen de 2 jours par semaine actuellement pratiqué devrait se perdurer dans le futur avec peut-être un resserrement de la distribution, moins de 1 jour et moins de 3 jours, mais en moyenne toujours 2 jours. À noter aussi, c'est que l'enquête permet d'avoir une certaine idée des déplacements que les gens font pour d'autres motifs autour de chez eux le jour où ils travaillent à domicile et qui ne feraient peut-être pas si c'était rendu sur le lieu de travail. C'est une quantité un petit peu difficile à estimer sur base des enquêtes, mais nous retiendrons, nous, l'hypothèse que chaque télétravailleur fera à peu près un trajet induit pour d'autres motifs lors de ces journées de télétravail par rapport à la situation où il se serait rendu sur son lieu de travail tous les jours. Voilà donc pour le scénario de référence. Alors, qu'est-ce que ceci pourrait impliquer? Est-ce que le télétravail est bénéfique effectivement pour la situation de mobilité de nos concitoyens? Alors, précisons tout de suite qu'évidemment, chaque trajet évité est bénéfique si on a en tête les émissions de polluants et de gaz à effet de serre ou même la congestion. Donc, chaque trajet évité, forcément, apporte un bénéfice à l'ensemble de la société. Maintenant, quelle est l'ampleur de ce bénéfice? Est-ce qu'on a un effet important du télétravail sur la demande de transport et ses effets sur la mobilité, ou est-ce que cet effet est plutôt marginal? C'est ce que nous essayons de traduire dans le graphique ici. Si on se base sur les données que nous exploitons, nous considérons qu'environ 11% des trajets entre domicile et le travail sont évités aujourd'hui, en 2025, sur base de l'enquête, par rapport à la situation où personne ne télétravaillerait. Donc c'est déjà non négligeable, à peu près 11% des trajets qui sont évités. Évidemment, c'est assez variable, on l'a vu en fonction des modes, avec un impact plus important sur le train que sur la voiture. En gros, 37% des kilomètres en train sont évités par le télétravail, alors qu'on est à peu près à 11% pour la voiture.
Ceci, évidemment, est assez hypothétique puisque on n'observe que la situation actuelle et pas la situation où le télétravail n'existerait pas. Si nous suivons notre scénario de référence où la part des télétravailleurs passe de 25 à 33% des salariés, un calcul assez simple sur base de ces quantités nous mènerait à 15% de trajets évités à terme plutôt que 11% de trajets évités. Donc c'est un bénéfice, effectivement, d'avoir cette évolution du télétravail, d'exploiter ce potentiel existant de télétravail futur pour la demande de transport et donc pour la mobilité. Maintenant, il faut remettre cela en perspective et c'est ce que nous souhaitons faire avec ce graphique. Sur ce graphique, nous utilisons les projections du modèle Hermès du Bureau fédéral du plan, qui sont des projections économiques à moyen terme, pour voir dans la période de 5 ans à partir de 2025, quelle est l'augmentation de l'emploi et donc quelle serait l'augmentation du nombre de déplacements de personnes au motif des déplacements de domicile-travail et quel est l'impact du télétravail sur ce total de déplacements. Donc la courbe en orange sur ce graphique montre le nombre de jours de télétravail qui augmenterait encore de 5,6% par an à l'horizon 2031 si on dit, voilà, ce potentiel de 33% est réalisé en 2031. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que le nombre de déplacements qui sont réellement faits, donc les jours qui ne sont pas télétravaillés, augmenterait lui aussi d'environ 0,13% par an sur cette même période. Donc malgré l'augmentation encore significative du télétravail sur cette période, dans notre scénario d'un futur à 33% de télétravailleurs, eh bien, il en resterait une augmentation suffisante du nombre d'emplois sur le marché du travail en Belgique pour occasionner une hausse supplémentaire du nombre de déplacements réellement effectués par les gens au motif de la navette domicile-travail. Donc effet bénéfique, oui, mais malgré tout pas la panacée, en tout cas pas une solution suffisante pour désengorger, réduire nos émissions, etc. Ce n'est qu'un outil parmi d'autres dans la panoplie des choses qui sont possibles pour améliorer notre mobilité collective. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention. Notre étude est disponible en ligne, n'hésitez pas à la consulter, ainsi que l'étude précédente que j'ai mentionnée, qui est toujours en ligne sur notre site web également. Christophe, je suis disponible pour les questions. Merci Benoît. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer. Je vais les relayer. Alors j'avais une première question sur les déplacements induits. Donc tu as plutôt parlé des déplacements au domicile-travail qui sont évités grâce au télétravail. Et puis cette idée que quand on fait du télétravail, on fait potentiellement des déplacements en plus les jours de télétravail. Et donc est-ce que c'est possible d'estimer ce nombre de déplacements en plus? Enfin, dans quelle mesure c'est possible ou pas? Et est-ce que finalement ça n'annule pas les effets positifs de la suppression des déplacements domicile-travail? Alors, c'est possible. Donc, nous posons, avec le SPF, nous posons des questions aux personnes interrogées sur ces déplacements induits. C'est toujours un peu délicat de savoir comment interpréter ces résultats parce que bon, bah, les gens télétravaillent peut-être depuis longtemps et ne se souviennent pas de ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas télétravaillé, ou bien ils pensent avoir fait des trajets en plus, mais finalement c'était quelque chose qu'ils auraient sinon fait le week-end ou le soir. Donc voilà, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, c'est une estimation pour un ordre de grandeur. Mais donc effectivement, si on regarde les différents motifs de déplacement qui sont évoqués le jour de télétravail par rapport à des jours où les personnes se rendent sur le lieu de travail, on a des réponses qui concernent principalement aller faire des courses ou aller acheter des services, des biens et des services, mais aussi aller déposer ou emmener quelqu'un ou pratiquer des loisirs. Et en gros, on pourrait dire que ça représente à peu près 0,80 déplacements par jour de télétravail que nous arrondissons dans notre scénario un déplacement par télétravailleur. Alors, est-ce que ça annule les bénéfices du télétravail par rapport à la mobilité? Pas vraiment, pour deux raisons. C'est que la première, ce sont des déplacements qui sont souvent beaucoup plus locaux, proches du domicile, et donc on peut les faire à pied ou en vélo, là où on aurait pris la voiture pour les travailler, donc ça, c'est un aspect positif. Et puis, ils se font hors des heures de pointe, et ne se font pas à destination de lieux très engorgés comme les grands centres d'emploi. Donc on ne participe pas avec ces déplacements aux heures de pointe à l'entrée des grandes villes et donc à la congestion routière, à la surpopulation des transports en commun, etc. Donc oui, un petit effet de rebond localement, mais qui n'annule certainement pas l'effet positif de télétravail sur la mobilité. Ok, alors il y a un peu des questions sur les perspectives d'évolution du télétravail, notamment donc la région flamande a indiqué qu'il
y a une sorte de retour en arrière avec l'obligation pour les fonctionnaires d'être présents 50% du temps à leur lieu de travail. Est-ce que du coup, vous attendez un impact dans le futur sur le nombre de télétravailleurs, au nombre de jours, avec ce genre d'évolution dans le monde de l'entreprise, du Alors, secteur public? oui, tout à fait. Donc, c'est ce que j'évoquais par rapport au nombre de jours de télétravail. C'est-à-dire, je pense qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est la pratique du télétravail, la possibilité de télétravailler. Et là, je pense quand même il y a une forte demande de la part des travailleurs de pouvoir télétravailler au moins un minimum sur la semaine pour les bénéfices évidents d'organisation de sa vie personnelle, de réduction de temps dans les transports, etc. Donc, à mon avis, il y a une demande suffisamment pressante de la part des gens sur le marché du travail pour inciter les employeurs à continuer à proposer le télétravail comme un avantage lié à la fonction. Par contre, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui qu'un certain nombre d'employeurs ont été très loin et ont probablement constaté des inconvénients à permettre à leurs employés de télétravailler trop souvent et donc ont tendance à revenir un peu en arrière. Maintenant, tous les employeurs n'avaient pas été aussi loin que la région flamande, par exemple, et beaucoup d'employeurs ne sont pas encore à 50% de télétravail. Donc, d'un côté, on aura des entreprises qui vont arriver à la pratique ou qui vont un petit peu encore augmenter cette pratique au-delà d'un jour par semaine, hein, qui était le, le golden standard en 2016 à peu près. Et d'autre part, des employeurs qui vont diminuer cette pratique. C'est pour ça que nous considérons qu'en moyenne, on devrait avoir un peu plus de télétravailleurs, mais un nombre stable de jours de télétravail par semaine. Ok, merci. Alors, une question sur les prix des carburants. Est-ce que la flambée des prix des carburants a un impact sur la pratique de télétravail? Est-ce que vous modélisez ça? Alors aujourd'hui, bon, par rapport à l'épisode actuel, c'est vraiment très tôt pour répondre. On ne modélise pas ça explicitement. Notons simplement qu'on a dans le passé déjà connu des hausses et des baisses des prix des carburants et qu'en général, l'impact n'est pas très visible sur nos séries par rapport au déplacement domicile-travail. Donc, je ne peux pas vraiment répondre, mais je ne m'attends pas à un impact, à moins que ça dure très longtemps et que ce soit vraiment une flambée, mais je ne peux pas répondre au-delà de ça. Très bien. Et alors, il y a une question sur les jours de télétravail, donc, puisque tu as plutôt parlé d'un jour moyen, mais on sait que voilà, la pratique du télétravail varie au cours de la semaine. Et donc, est-ce que ça n'a pas un effet sur la congestion? Enfin, quel est l'effet sur la congestion du fait qu'on fait du télétravail plutôt certains jours plutôt que d'autres? Alors oui, ça c'est un point important. On constate effectivement que le vendredi et le mercredi sont les principaux jours de télétravail, le lundi vient ensuite, et puis le mardi et le jeudi sont moins prisés, pour des raisons qu'on peut tous imaginer. Euh, alors il y a deux aspects. Déplacement évité, c'est un déplacement évité, donc je dirais en termes d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, ça n'impacte pas énormément les résultats. Par contre, en termes de congestion, bien sûr, là, le lieu et le moment du déplacement sont évidemment très importants pour déterminer l'impact sur la congestion. Et sûr qu'on a un impact très différent un vendredi et un mardi du télétravail sur la congestion. Ce qui reste donc problématique. Je dirais que le dimensionnement des infrastructures de transport reste finalement peu moins impacté que l'on aurait pu l'espérer par cette baisse de la demande de travail, de déplacement du fait du télétravail, parce que le mardi et le jeudi, on est toujours à plein régime. Ok, super, merci beaucoup. Mais il est 14h30. S'il vous reste encore des questions, vous pouvez toujours contacter Benoît par email, il répondra avec Avec plaisir. plaisir. Donc, il ne faut absolument pas hésiter. Merci à tous pour votre écoute. Merci Benoît pour la présentation et les réponses aux questions. Merci pour l'invitation, Christophe. Et donc le prochain Let's Talk Mobility, la date n'est pas encore fixée, mais si vous avez accepté de contacter par email, vous recevrez un email avec des informations et ce sera également disponible sur les réseaux du SPF Mobilité. Bon après-midi à tous et à toutes.